Hamas is a terrorist organization. It is the Europeans who put Hamas on the terror list in the first place. And we're hopeful that in the coming 3 months they will address and correct the procedural error. هذا القرار هو تصحيح لخطأ تاريخي وقع فيه الاتحاد الأوروبي بإدراج حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية. It does not in any way affect the fact that the EU member states and the EU as such continue to consider Hamas a terrorist organization. Jeudi 18 décembre 2014, bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. Si vous venez de nous rejoindre dans votre morning, on fait le point tout de suite sur le sommaire de cette émission. À commencer par cette journée noire hier pour la diplomatie israélienne après le retrait du Hamas de la liste des organisations terroristes par le tribunal de l'Union européenne. Le Parlement européen a voté pour la reconnaissance de la Palestine comme État et pour couronner le tout, les États partis aux conventions de Genève lui ont aussi demandé de respecter le droit international humanitaire. Israël en phase de devenir moins pauvre, c'est ce que révèlent les chiffres publiés dans le rapport sur la pauvreté cette semaine. Une tendance à la baisse donc du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, vous le verrez, le pays a toujours le pourcentage de pauvreté le plus haut des pays de l'OCDE. Et puis enfin, journée internationale des migrants, l'occasion de rappeler que 232 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde ont fui leur pays pour échapper aux conflits armés, aux persécutions et à la torture. Une journée qui commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs et les membres de leur famille. Il est 8h à Tel Aviv. Rebonjour à tous. C'est l'heure d'accueillir Ali Waqued. Bonjour Ali. Vous êtes consultant i24 News et spécialiste du monde arabe et du monde musulman. Olivier Rafovitch également. Bonjour. Vous êtes ancien porte-parole de l'armée israélienne de Tsahal. Également Maurice Ifergan, rédacteur en chef i24 News. Bonjour à vous trois. On va tout de suite rejoindre Emmanuel Narshon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Monsieur Narshon, bonjour. Merci de nous avoir rejoints par téléphone ce matin. Alors, on va revenir avec vous sur cette journée noire pour la diplomatie israélienne qui était la journée d'hier. Donc. Oui, tout à fait. Vous m'entendez, monsieur Narshon ? Donc, on va revenir sur la réaction. Oui, je vous entends parfaitement. Oui, effectivement, la journée d'hier, effectivement, a été une journée assez compliquée pour la diplomatie israélienne, mais il faut quand même faire la part des choses et analyser un peu ce qui s'est passé sur les différents fronts. Parce qu'en fin de compte, malgré ces difficultés, je pense qu'il y a quand même un appui assez solide pour l'État d'Israël en Europe et aux États-Unis. Et donc, nous considérons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que notre position est entendue. Alors, on va revenir avec vous sur cette réaction de Benjamin Netanyahou, une réaction assez forte, puisque le Premier ministre israélien a dit que les Européens n'ont rien appris des 6 millions de Juifs morts sur leur territoire. Est-ce que c'est un moyen, selon vous, de régler un peu ses comptes avec l'Union européenne ? Mais écoutez, je ne sais pas à quel point les choses ont à voir véritablement avec ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons l'impression qu'en Europe, maintenant, cette logique de politique unilatérale des Palestiniens est entendue. Et c'est une logique qui est contraire à la négociation et qui est contraire à la capacité d'arriver à un accord de paix avec les Palestiniens. Donc d'une certaine manière, il y a une erreur européenne. Et cette erreur est éventuellement liée aussi au passé. Alors, on parle aussi de ces réactions, la réaction des Américains qui se disent déçus, les Canadiens et la Grande-Bretagne qui appellent à réinscrire le Hamas sur la liste des organisations terroristes. Est-ce que vous êtes satisfait de ces réactions ?
Nous sommes tout à fait satisfaits de ces réactions et j'ai l'impression qu'effectivement, lors des 2 ou 3 mois à venir, nous travaillerons avec les États-Unis et avec plusieurs États européens pour s'assurer que le Hamas restera sur la liste des organisations terroristes. Je suis assez optimiste à cet égard parce qu'en fait, les standards juridiques qui ont été déterminés par la Cour européenne de justice sont des standards auxquels nous pouvons tout à fait adhérer et donc les informations qui seront données par les États européens seront satisfaisantes et permettront que le Hamas reste sur cette liste. Donc vous croyez à un vice de procédure plus qu'à un changement de position de l'Union européenne ? Oui, tout à fait, c'est mon impression. D'ailleurs, à la lecture de la décision du tribunal, c'est effectivement l'impression qu'on a, que c'est plutôt une question de procédure et une question de manière d'agir au sein de l'Union européenne et pas du tout une question d'ordre politique. D'ailleurs, le tribunal le dit lui-même en disant qu'il ne prend pas de décision sur le fond de la question si le Hamas est ou n'est pas une organisation terroriste. Et votre réaction, Monsieur Narshon, si vous voulez bien, sur le vote du Parlement européen hier de la reconnaissance par principe de l'État de Palestine? Alors c'est encore une déception et effectivement on voit maintenant cette vague d'appels au cœur de l'Europe, d'appels à la reconnaissance d'un État palestinien. On a vu plusieurs parlements au sein de l'Europe, notamment en France, et maintenant le Parlement européen. Je tire quand même une certaine satisfaction du fait que le Parlement européen dit clairement qu'il appelle à la reconnaissance d'un État palestinien, mais ceci en parallèle avec un processus de négociation. Donc le Parlement européen reconnaît en fait que la reconnaissance doit être liée aussi à la négociation. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on parle de cette offensive diplomatique palestinienne et pourtant, à part des condamnations côté israélien, il n'y a pas réellement eu d'initiative diplomatique côté israélien. Comment vous l'expliquez ? Mais je crois qu'on est maintenant dans une situation politique qui est assez compliquée parce que nous avons bientôt des élections. Donc est-ce vraiment maintenant le bon moment de lancer une initiative diplomatique? Ça, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est fait déjà depuis des mois et depuis des années, nous appelons les Palestiniens à revenir à la table des négociations car c'est le seul endroit où nous pouvons véritablement discuter de tous les problèmes. Donc il y a une politique israélienne qui est celle du retour aux négociations et je suis certain que des initiatives beaucoup plus concrètes viendront après les élections. Merci beaucoup Emmanuel Narshon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. Maurice Fergan, bonjour. Bonjour. On va faire avec vous les gros titres de la presse israélienne, à commencer par cette journée noire dont on parlait pour la diplomatie israélienne. Oui, hier. Vous avez entendu le porte-parole des Affaires étrangères à Jérusalem, Emmanuel Narshon, qui utilise un langage relativement modéré et optimiste, alors que la presse israélienne, elle, n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Yediot Ahronot titre « Le camouflet européen » et explique que finalement, nous ne sommes pas si forts et si puissants face à l'Europe et certainement pas face aux États-Unis. Shimon Shiffer écrit « Tous les commentaires entendus sur l'échec d'Obama aux élections du midterm qui aideraient Israël se sont révélés faux. Il suffit de voir les derniers développements en Europe pour comprendre que Obama continue de gérer les affaires. La reprise des relations avec Cuba, la crise économique russe née des sanctions, les négociations avec le régime des ayatollahs sont les preuves flagrantes du pouvoir du président des États-Unis, ce président que dans l'entourage de Netanyahou on décrivait comme un canard boiteux, écrit Shimon Shiffer. Le Jerusalem Post, l'esprit d'apaisement souffle maintenant sur l'Europe. L'Europe réprimande sévèrement Israël et la France est sur le point de présenter une proposition conjointe au Conseil de sécurité avec les Jordaniens et les Palestiniens, appelant à la création d'un État palestinien dans les 2 ans. Benjamin Netanyahou rappelle cet esprit d'apaisement né des accords de Munich. Alors il faut dire que dans les relations internationales, la politique d'apaisement vise à éviter la guerre en faisant des concessions à l'ennemi. Vous voyez, les mots sont bien choisis. À Haaretz, Netanyahou à propos des Européens, ils n'ont rien appris de la Shoah. C'est de cette façon que le Premier ministre israélien a réagi aux décisions européennes prises hier. La Cour européenne retire le Hamas de la liste noire. Le Parlement européen soutient le principe d'un État de Palestine et Genève 4 condamne l'occupation. Benjamin Netanyahou estime qu'il s'agit d'un cynisme des Européens qui n'ont pas tiré les leçons de la Shoah. Barak Ravid, lui, écrit
dans Haaretz à propos de Netanyahou, faible face au Hamas, fort face à l'Europe. Le Premier ministre ne comprend pas, dit-il, l'Europe en pensant que les décisions sont motivées par le populisme et l'antisémitisme. J'aimerais avoir votre réaction quand même sur cette phrase assez forte de Benjamin Netanyahou hier qui dit que les Européens n'ont pas retenu leurs leçons. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je pense que cette décision de l'Europe est un scandale. Je parle d'abord du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste. L'Europe le sait, les Européens le savent. Le fait qu'il y ait un vice de forme au niveau juridique et ces décisions, encore une fois scandaleuses, obligent Netanyahou à une réaction. On peut ne pas être d'accord, on peut être d'accord avec lui sur la manière de réfléchir et de répondre en utilisant le passé. Je pense que l'Europe est fondamentalement aujourd'hui antisémite. Elle n'est pas toujours contre Israël, mais il y a quand même aujourd'hui en Europe toujours cette montée d'antisémitisme liée avec un renforcement des minorités arabo-musulmanes qui se radicalisent en Europe, qui pèsent dans le poids des élections dans tous les pays européens, dont la France, dont la Belgique, même en Grande-Bretagne, la Suisse, qui n'est pas partie de l'Europe, mais enfin qui fait partie de ce continent européen, qui influence également tout le reste. Et donc, cette décision européenne est un scandale pour l'Europe d'abord. Le problème, c'est pas Israël ici. Le problème, c'est l'Europe, avec elle-même. Et elle fait face aujourd'hui à des crises très graves qu'elle ne gère pas, qu'elle ne donne aucune solution. Et juste un dernier mot, si vous me permettez. Le jour d'après le massacre de Peshawar, on s'occupe d'Israël, on s'occupe du Hamas. Mais un mot peut-être justement sur ce retrait du Hamas des organisations terroristes. On rappelle que c'est tout de même un vice de... Enfin, en tout cas, l'Union européenne a déclaré que c'était un vice de procédure. Et effectivement, le gel des avoirs du Hamas est maintenu. Et maintenu parce que, bon, même les Européens comprennent que c'est une question de procédure et non pas de fond et de contenu, et qu'au bout de 3 mois, avec les données qui vont être présentées à la Cour par Israël et par les États européens, le Hamas sera remis sur cette liste. Mais quand j'entends ici ces paroles, il est temps que les Israéliens arrêtent de soulever chaque fois la question de l'antisémitisme quand il y a une décision politique qui va à l'encontre d'un gouvernement de droite en Israël. C'était la même Europe. On parle d'antisémitisme alors que vous êtes officier dans l'armée. Vous savez que l'Allemagne, qui fait partie de ce groupe européen, est en train de fournir à Israël, ces jours-ci même, des sous-marines, etc., etc., etc. Donc, il est où l'antisémitisme ? Il y a une conviction très profonde au sein des Européens. Vous croyez qu'il n'y a pas d'antisémitisme en Europe ? Non, il y a d'antisémitisme, mais ça n'explique pas. Et à mon avis, c'est pas le cas des gouvernements en Europe. Et je pense pas que le gouvernement, quand on a vu Angela Merkel diriger des défilés énormes en Allemagne contre l'antisémitisme, quand on entend les propos de François Hollande contre l'antisémitisme, il y a une conviction très profonde. Il y a d'ailleurs une défaite. Vous avez mentionné le fait que Benjamin Netanyahu emploie maintenant le choix. Il y a quelques mois, il a essayé de comparer le Hamas à Daesh. Et vous avez posé la question au porte-parole du ministère des Affaires étrangères où l'initiative, c'était cette initiative d'essayer de mêler tout dans le même sac. Et cette marchandise n'a pas été achetée par la communauté internationale. La vraie défaite de la diplomatie israélienne, c'était le fait qu'elle a essayé de séparer le conflit israélo-palestinien de ce qui se passe dans le Moyen-Orient, et les Européens et le monde dont il a fait savoir que le conflit israélo-palestinien continue à être le cœur et le centre de tous les désordres au Moyen-Orient. On va y revenir dans un instant, on va reparler de ça dans un instant, mais on continue par les gros titres de la presse israélienne. Avant, je voudrais quand même vous citer cette réaction de l'éditorialiste d'Israël Hayom qui va dans ce sens. Dan Margalit a écrit à propos des développements hier en Europe. Il qualifie ces développements de seconde nuit de cristal. Vous voyez, pas moins, pas une nuit, pas un jour, c'était le jour, mais des violences, mais des mots, sans brûler de synagogue, mais en oubliant la formule « plus jamais », écrit Dan Margalit. Les Européens sont motivés par un cynisme nourri de radicalisation des minorités musulmanes dans leur pays. Encore un rappel aux heures les plus sombres du Exactement. Bon, alors on en vient maintenant à la façon dont la presse arabe commente
le retrait du Hamas de la liste noire des organisations terroristes européennes. Alors, pour le Qatar, il s'agit tout simplement d'une grande victoire. Al Jazeera titre « La justice européenne retire le Hamas de la liste des terroristes », sans préciser de quoi il s'agit. Annulation, écrit le site, sur des critères techniques. Les juges européens ont estimé que la décision de placer le Hamas sur la liste noire ne reflète pas la nature réelle de cette organisation. À l'Arabie, toujours du Qatar, le Hamas retire de la liste noire européenne un retrait motivé par un vice juridique. La mesure était fondée uniquement sur des informations de presse collectées sur Internet. Alors il y a quand même ceux qui émettent des réserves par rapport à cette mesure, notamment la Jordanie. Le Jordan Time titre « L'Europe insiste sur le caractère terroriste du Hamas après son retrait de la liste noire ». L'Europe donc insiste sur le caractère terroriste, c'est ce que met en exergue la Jordanie. Le Liban, par la voix de Lorient Le Jour, titre « Le Hamas reste une organisation terroriste malgré une décision de justice ». Le quotidien parle de décision motivée uniquement par un vice de procédure et souligne le fait qu'en Israël, ça a provoqué énormément de colère. Tout à fait, on va d'ailleurs justement en reparler tout de suite. On va en reparler dans un instant. Donc vous l'aurez compris, vote sur la reconnaissance d'un État palestinien, retrait du Hamas de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, autant de mesures qui inquiètent les Israéliens. Retour sur cette tempête diplomatique avec ce sujet signé Maxime Pérez. Une annonce choc sans conséquence pour le moment. Voilà comment pourrait se résumer la décision européenne d'accepter la requête du Hamas de se voir retirer de la liste des organisations terroristes de l'UE. Car s'il reconnaît un vice de procédure, le tribunal de l'Union européenne n'a pas imposé la levée des sanctions qui visent depuis 2003 le mouvement islamiste palestinien. Les avoirs de ce dernier continueront d'être gelés jusqu'à nouvel ordre. Pour autant, le Hamas affiche sa satisfaction. Cette décision corrige l'erreur historique que l'Union européenne a commise en intégrant le Hamas dans sa liste d'organisations terroristes. Le Hamas est un mouvement de résistance et son droit naturel est de résister à l'occupation en vertu du droit international. La communauté internationale devrait nous aider à résister à l'occupation et non l'inverse. En Israël, l'annonce européenne n'a pas suscité d'affolement. Reste que le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas tardé à réagir pour exiger que le Hamas soit immédiatement replacé sur la liste noire de l'UE. Afin d'éviter toute nouvelle polémique avec Israël, les responsables européens se sont efforcés de calmer le jeu. La décision judiciaire ne remettrait pas en cause la perception du Hamas comme organisation terroriste. Le Hamas reste étiqueté comme une organisation terroriste et dans le même temps, les Européens ont 3 mois pour corriger cette erreur de procédure judiciaire. Nous croyons que les Européens ainsi que beaucoup d'autres au sein de la communauté internationale admettent que le Hamas est une organisation terroriste. Les Européens ont été les premiers à le placer sur leur liste noire et nous sommes confiants sur le fait qu'ils vont rectifier cette erreur de procédure dans les 3 mois à venir. Cette situation n'est pas la première du genre. En octobre dernier, pour les mêmes motifs de procédure que ceux retenus avec le Hamas, la Cour européenne de justice avait retiré de sa liste des organisations terroristes le mouvement séparatiste des Tigres tamouls au Sri Lanka, là aussi tout en maintenant le gel de ses avoirs. Voilà, on vient de voir ce sujet. Ali Waked, comment les Palestiniens ont accueilli cette décision de l'Union européenne ? Relativement avec indifférence, il faut l'avouer, parce que les Palestiniens comprennent très bien que ce sont des procédures et non pas de fond. Il n'y a pas un changement concernant la nature du Hamas pour les pays européens. N'empêche, Eleonore, ces dernières années, on a témoigné à un dialogue assez ouvert entre des représentants de l'Europe, entre des représentants des États-Unis, avec la direction du Hamas pour essayer de convaincre le mouvement islamique de quitter la démarche militaire, les actes qualifiés de terrorisme et de s'intégrer totalement sur le trajet politique. Robert Serri, l'émissaire des Nations Unies, il va et vient, il sort tout le temps des bureaux des dirigeants du Hamas, de la bande de Gaza. Donc d'un côté, tout le monde estime que le Hamas retournera sur cette liste noire de l'Europe, mais de l'autre côté, le dialogue entre le Hamas et les forces occidentales
va continuer, mais on a vu dans la revue de presse de Maurice Fergan le fait qu'il y a une colère suscitée en Israël par cette décision. Il y a une colère dans la presse égyptienne, par exemple, proche du régime, qui n'a pas trop apprécié le fait que le Hamas a été retiré sur cette liste. Et certaines sources égyptiennes parlent du fait que les Égyptiens pourront fournir à la Cour européenne des preuves sur l'implication du Hamas dans des actes qualifiés de terroristes, soit en Égypte, soit dans la péninsule du Sinaï. Donc, clairement, un vice de procédure n'est pas un moyen de faire pression, peut-être également sur Israël. Ça arrive. Le timing est intéressant, ça, il faut le noter. D'abord, je voudrais remercier aujourd'hui l'Europe pour son cadeau de Noël à Israël. Non, c'est important parce que quelque part, l'Europe veut jouer un rôle et ce rôle, elle le joue en se radicalisant face à Israël. Et nous également, nous devons être beaucoup plus durs. La lutte contre le Hamas va continuer encore plus fort. Le Hamas est une organisation terroriste. La joie qu'il y a à Gaza va être de courte durée. D'abord, il y a un vice de forme, mais au-delà du vice de forme qui peut-être va durer longtemps. Enfin, c'est dur à savoir maintenant qu'on sait que cette décision va être changée. 3 mois. Oui, 3 mois, mais on ne sait pas. L'Europe, vous savez, ça prend du temps, il y a les vacances, etc. etc. En tout cas, c'est un grand cadeau de Noël pour Hanouka. Et en Israël, on est effectivement très touché par ce qui se passe en Europe. Parce que l'Europe, ne l'oublions pas, le passé n'est pas si lointain, est le plus grand cimetière juif du monde, sans sépulture. Donc cette Europe, malgré qu'on soit en Israël et loin de cette Seconde Guerre mondiale, elle reste pour Israël un traumatisme. Et donc l'Europe, lorsqu'elle prend des décisions anti-israéliennes, ou le même jour, elle décide de reconnaître l'État de Palestine de manière générale, et puis enlève le Hamas de la liste des groupes terroristes, ça d'abord discrédite totalement cette décision qui veut être une décision, on va dire, logique et politique et déconnectée. Et du côté israélien, il faut le dire, droite d'ailleurs comme gauche, il n'y a pas de rapport ici avec un gouvernement de droite ou de gauche. L'État d'Israël a du mal et continue à avoir du mal à avoir en cette Europe un partenaire objectif. Et il faut le dire, et je le dis en tout cas personnellement, la vague d'antisémitisme qui balaye l'Europe et qui se renforce, ajoutée à l'antisionisme, fait que cette Europe devient pour Israël aujourd'hui une terre avec des pays amis, mais avec beaucoup de pays qui nous posent des problèmes et qui continuent à poser des problèmes à Israël. Alors, la courte mémoire d'Olivier et du bon parti des Israéliens, il y a 2 mois, les Israéliens ont félicité la position ferme de l'Europe vis-à-vis au dossier iranien, condamné la souplesse des Américains face à ce dossier. Et au bout de quelques semaines, Benjamin Netanyahu félicite les Américains pour leur position courageuse et condamne les Européens. Et on ne peut pas juger les Européens sur des dossiers précis par des slogans et des accusations très vagues, très larges. Il y a quelques semaines à peine, les Israéliens ont félicité l'Europe. Le rôle et la position française, la position allemande ont été beaucoup plus fermes vis-à-vis à l'Iran et à la nécessité de clôturer ce dossier en évitant l'Iran de pouvoir se fournir de l'arme nucléaire et condamner les Américains. Et au bout de quelques semaines, exactement la même tournure, les accusés et les félicités sont de l'autre côté. On n'accuse pas, il y a une forte déception. Donc pourquoi on n'a pas entendu parler de l'antisémitisme il y a quelques semaines? Non, d'abord j'en parle parce qu'il existe, Ali, et je vous conseille, enfin on peut même y aller ensemble. Là, bien sûr. Non, mais on peut pas il est là, non, mais il n'est pas seulement là. Il n'est pas seulement là, il est là, il est profond et il influence aujourd'hui les consciences collectives. Mais vous, Olivier, vous n'avez pas mentionné l'antisémitisme sur le dossier iranien il y a quelques semaines. On va parler d'un autre sujet qui ne va sûrement pas vous mettre d'accord, c'est ce projet de résolution proposé hier par les Palestiniens, enfin par la Jordanie qui a déposé le projet de résolution palestinien. Là encore, on ne comprend pas vraiment. C'est un projet de résolution palestinien, c'est le projet de résolution palestinien avec quelques changements, avec l'influence du projet français. Avec quelques changements sans pour autant soit déposé, présenté pour un vote. Pas encore, Eleonore, mais qui appelle le retrait des Israéliens de Cisjordanie et de Jérusalem dans les 2 ans. Il y a tout un tas de résolutions déposées au Conseil de sécurité. Ce qui compte, c'est est-ce que les pays qui déposent leurs initiatives appellent au vote. Pour le moment, les Palestiniens ont déposé leur initiative. C'est une initiative. C'est quoi la prochaine étape? On dépose cette initiative. La prochaine étape, c'est de continuer cette pression sur Israël. La question, est-ce qu'il y aura un vote, soit sur l'initiative arabo-palestinienne, soit sur l'initiative française européenne,
européenne avant les élections en Israël. Le prisme électoral israélien, il est très présent dans cette offensive diplomatique de la Palestine et des Palestiniens et de l'Europe. À mon avis, ce tsunami, il va continuer, mais il ne va pas exploser avant le 17 mars. Il y a une unanimité au sein de la communauté internationale. Il faut éviter tout acte qui peut servir la campagne électorale de Benjamin Netanyahu. Maintenant, ici en Israël, on peut ne pas aimer ça. Et vous avez demandé, Emmanuel Nachshon, il est où l'initiative israélienne? Est-ce que vous envisagez un gouvernement israélien qui présente une initiative basée sur l'idée de 2 États? Non. 2. Est-ce qu'on peut imaginer un gouvernement israélien comme celui qui est en place, parler de ligne de 67? Non. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas d'initiative. Israël sera dans la position de réagir et réagir sur le long terme. On fera face à des initiatives comme la française. En fin de compte, je pense que c'est l'initiative française ou française-américaine qui va remplacer l'initiative palestinienne, mais elle ne sera pas présentée au vote avant les élections en Israël. Est-ce qu'elle va finir comme un brouillon finalement dans le reste des projets de résolution des initiatives palestiniennes? Je n'ose pas qualifier cette proposition possible de brouillon. Ça serait faire du tort à ceux qui l'ont écrite. Mais je pense que rien, absolument rien, ne pourra remplacer des négociations bilatérales entre les Palestiniens et les Israéliens. La situation est très compliquée ici sur le terrain. Pourtant, ça fait des années que parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des gens chez les Palestiniens, le Hamas, le djihad, qui veulent la destruction et la fin de l'État d'Israël totalement. Ils font partie de cette masse palestinienne. Il y a des Israéliens qui ont peur, qui sont angoissés de voir des Palestiniens pas être vraiment sincères quant à leur volonté d'avoir un compromis avec Israël. Le passé israélien et le passé juif fait partie de l'ADN politique et diplomatique des Israéliens. Le passé, on ne peut pas l'oublier, Ali. Mais comment vous expliquez le manque d'initiatives israéliennes totales du point de vue diplomatique? D'abord, il y a des initiatives, il y en a eu. Souvent, elles sont bloquées soit par des attentats terroristes, soit par une décision d'union entre le Hamas et le Fatah. Oui, mais vous savez que pour prendre un accord, pour faire un accord, quand on parle de l'avenir d'Israéliens, de nos enfants, de mes enfants, de nos enfants à nous tous en Israël, les gens ne comprennent pas que pour nous c'est existentiel. On ne parle pas ici d'un accord entre 2 personnes qui vont acheter une voiture ou qui vont acheter un appartement. On parle ici de l'avenir du peuple juif dans l'État d'Israël, un État qui est aujourd'hui toujours menacé de destruction physique et totale par des ennemis qui veulent le détruire. Alors vous allez me dire, je suis quelqu'un qui voit noir. Je vois noir parce qu'il y a des gens qui parlent de cela. Donc, nous voulons négocier, nous devons négocier, effectivement. Nous négocions. Consiste aussi à sauver les derniers représentants du pragmatisme palestinien. Le problème que nous avons, que je pense que nous avons, c'est que ceux qui parlent de négociation à tout prix, négociation pour négocier, ne se rendent pas compte que pour Israël, il y a une possibilité de tout perdre si nous ratons ces négociations ou si nous allons dans des négociations qui vont nous amener à un conflit. Donc il est préférable de garder le statu quo ? Non, nous devons négocier. Mais nous devons être très prudents. Le temps ici est un élément compliqué. Je ne dis pas que le temps est avec nous. Mais nous ne pouvons pas aller trop vite non plus parce qu'il y a des risques énormes. Et les Européens doivent comprendre que les Israéliens veulent la paix. Nous voulons la paix comme les Européens, comme les Arabes, j'espère en tout cas, j'espère. Mais cette paix, pas à n'importe quel prix. Parce qu'il y en a même qui disent, si Israël n'existe pas, eh bien le Moyen-Orient sera beaucoup plus en paix et libre. Nous devons avoir ici le dernier mot et surtout être la nouvelle envoyée par le monde de l'avenir. Le seul prix, c'est les lignes de 67 avec correction acceptée. Mais 67. Si ce n'est pas le prix qu'Israël sera payé. Et Jérusalem, Ali, et Jérusalem. Alors vous dites oui, pour Jérusalem plus tard, et les réfugiés. Monsieur, on va devoir arrêter ce débat, je suis désolée. Mais voilà, merci Ali Waked, Olivier Rafovitch, Maurice Fergand d'avoir été avec nous dans un instant. Retour sur ce rapport publié cette semaine sur le seuil de pauvreté israélien. On en reparle dans quelques minutes, juste après le journal. Retour sur le plateau du Morning en compagnie de Maurice Fergand, rebonjour, et de Miri Maman. Bonjour Miri, on va parler avec vous de ce rapport annuel sur la pauvreté qui a été publié par la Sécurité sociale israélienne ce mardi. Alors des chiffres toujours alarmants, mais quand même un espoir.
L'espoir, on y reviendra après. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a toujours 1 600 000 personnes en Israël qui vivent sous le seuil de pauvreté. Parmi elles, il y a 757 000 enfants. Ça veut dire presque un enfant sur 3 qui vit sous le seuil de pauvreté. Alors ça, c'est pour les chiffres bruts, Éléonore, mais évidemment, derrière ces chiffres, il y a toujours un visage, une histoire, une vie. Comme Nerik et Diana, alors ils ont 2 enfants. C'est un couple avec 2 enfants, bientôt la 3e, puisqu'elle attend un heureux événement. Ils vivent avec le seul salaire de Nerik, qui est de 6 000 shekels par mois, c'est-à-dire 1 234 € par mois. Et pour eux, c'est la galère tous les jours. Regardez. Ils pensent que cela veut dire payer les écoles, le loyer et les études. Et tu comprends que c'est un périple. On n'a pas de voiture, pas de télé. Nous avons déjà plus de 100 000 shekels de dettes. Et il faut prendre en compte que j'ai nettoyé des maisons, j'ai fait du babysitting toutes ces années. On a fait des calculs économiques différents. Nerik ne fume plus. Il fumait à l'armée quand on s'est connus, mais il a arrêté pour acheter un sèche-linge. Nous sommes partis pour la première fois en voyage à Eilat il y a 2 ans. Voilà, vous l'avez compris, hein, ils n'ont pas grand-chose, pas de télé, pas de voiture. Les enfants, dans le reportage, il n'y avait pas la traduction, mais ils disent qu'on n'a pas d'ordinateur, il est cassé, on n'a pas de quoi le réparer. Les vacances sont rares, évidemment, et là, on parle d'une famille avec 2 enfants, mais 2 adultes. Voilà, et puis il y a aussi les familles monoparentales, évidemment, comme Rachel, elle est maman de 3 enfants. Elle travaille comme secrétaire dans une école. Et puis son amie Sharona, elle est auxiliaire de vie dans ce même établissement. Elle est en charge de 2 enfants. Elles expliquent toutes les deux à nos confrères d'Arutz Shtaim, la 2e chaîne israélienne, le calvaire, par exemple, quand elles se rendent au supermarché. Ai-je assez de houmous à la maison? Peut-être cela suffira-t-il pour Shabbat. C'est du pain, c'est du lait. On parle de choses élémentaires à la maison. Tout le temps, c'est des calculs idiots sur la nourriture. Et je ne parle pas des vêtements, un manteau, je n'en ai pas. Ça fait plusieurs années que je porte un truc improbable. Le principal, c'est que les enfants en ont. Mais moi, je n'en ai pas. Et la ville se transforme en rivière avec les premières pluies. Et toute la journée, vous entendez de l'eau qui s'est accumulée dans les chaussures. Et la vérité, j'en rigolais. Je n'avais même pas envie de pleurer. Mais si cela arrivait à mes enfants, j'en mourrais. Si je n'ai pas de manteau pour mon enfant, j'en meurs. Alors on imagine qu'il y a des populations qui sont plus touchées, plus concernées par la pauvreté que d'autres en Israël. Oui, parmi ces populations, il y a évidemment les personnes âgées qui ne travaillent pas, ou moins en tout cas, et donc qui ont moins de rentrée d'argent évidemment, et les retraites ici en Israël sont plutôt faibles. Quoi qu'il faut noter qu'il y a tout de même une augmentation dans le nombre de personnes âgées, donc plus de 65 ans, qui travaillent aujourd'hui en Israël. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré une vendeuse dans un magasin de carrelage qui travaille là depuis bientôt 45 ans, et elle avait plus de 70 ans. Elle n'a pas voulu me donner mon âge, mais elle m'a dit plus de 70 ans. Bon, elle a bon pied, bon oeil, hein, bien sûr, mais elle m'expliquait que c'était difficile à joindre les 2 bouts avec la petite retraite qu'elle avait, qu'elle n'avait pas le choix de continuer à travailler. Hormis les personnes âgées, il y a la population des Arabes israéliens. Les Arabes israéliens, où là aussi, ils ont un accès limité au travail, en tout cas moindre au travail. Les femmes, par exemple, sont 30% à travailler, même si là aussi, il y a une amélioration. De plus en plus de femmes travaillent parmi la population arabe israélienne. Les hommes également, il y a une augmentation du nombre de personnes qui travaillent chez les Arabes israéliens. Si on prend par exemple entre 2012 et 2013, il y a une augmentation significative de plus de 6% d'hommes qui se sont mis au travail. Il faut savoir aussi que les conditions salariales sont meilleures que 2012. Donc évidemment, ce qui fait que ça augmente la capacité de la famille. Alors il y a tout de même un mieux, hein, Mireille, avec des chiffres. Mais avant le mieux, juste souligner que les orthodoxes, par exemple les juifs orthodoxes, sont vraiment en bas. Et c'est les chiffres les plus alarmants, évidemment, puisque là, il n'y a toujours pas d'augmentation de personnes mises au travail en 2013. Et donc, on va parler de ce mieux, justement, puisque les chiffres sont quand même plus encourageants qu'en 2012. Il y a moins de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en 2013. Hein. Une légère baisse, mais une baisse tout de même. 100 000 personnes, hein. On estime que 100 000 personnes, une diminution de 100 000 personnes entre 2012 et 2013 sont sorties donc l'an dernier de ce qu'on appelle la pauvreté. C'est une estimation, et encore une fois, c'est sur les mêmes données, c'est-à-dire que c'est par rapport aux conditions de travail, c'est-à-dire le salaire a été augmenté, donc forcément, ils ont un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Plus de gens ont été mis sur le marché du travail, donc moins de chômage, et forcément, ça amène également une augmentation du pouvoir d'achat. Alors, il faut tout de même relativiser, Éléonore, ces chiffres-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en août 2013, il y a eu des coupes budgétaires dans les allocations familiales des familles, donc moins d'allocations familiales, ce qui veut dire que
août 2013, c'est il n'y a pas si longtemps, ça n'a pas encore eu d'impact. Sur les familles, d'impact réel. Il faudra attendre évidemment l'année prochaine pour le nouveau rapport pour voir si cette coupe budgétaire aura un réel impact ou pas. Alors on va parler tout de suite de ce phénomène avec Monsieur Eli Elalouf, président de la Commission sur la pauvreté en Israël. Vous êtes en ligne avec nous, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Après de grandes révoltes sociales en Israël, les sujets socio-économiques reviennent parmi les priorités, les vraies priorités des Israéliens. Comment concrètement peut-on lutter contre ce phénomène, puisqu'Israël, il faut le rappeler, fait partie des pays de l'OCDE qui ont le nombre de personnes le plus élevé vivant en dessous du seuil de pauvreté? Bonjour d'abord. Comment on peut lutter? La pauvreté, ce n'est pas seulement des statistiques, et surtout des statistiques basées sur la dépense des familles ou des individus. C'est le rapport que vous avez lu hier ou avant-hier quand le Bitor Leumi, la sécurité sociale israélienne les a publiés. La pauvreté, c'est beaucoup de composantes, plusieurs composantes qui font ramener des familles entières, des communautés entières à la pauvreté. Il y a le problème du logement qui est très très grave. Lorsque ces familles qui sont pauvres dépensent plus de 80% de leurs revenus pour pouvoir trouver un toit, c'est des gens qui, les statistiques que vous lisez ne l'expriment pas. Le problème de l'éducation dans les écoles où près de 700 000 enfants arrivent pauvres tous les matins pour avoir une éducation qui est encore plus faible que celle de l'éducation régulière en Israël. Ce pas des gosses qui sortiront par la suite de la pauvreté. Le domaine de la santé aussi est un domaine qui laisse à l'arrière les communautés faibles, les gens qui vivent dans la pauvreté. Et tous les domaines de la vie, en fait, qui ne sont pas adaptés, qui ne donnent pas de services adéquats aux pauvres, les laissent dans la pauvreté. Donc cette statistique, même s'il y a une amélioration, et je suis heureux de la signaler, de la sentir, elle est vraiment insuffisante et ne répond pas aux problèmes réels de la pauvreté. Merci beaucoup, Monsieur Eli Elalouf, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Commission contre la pauvreté en Israël. Maurice Fergon, on a vu qu'il y avait une légère baisse quand même dans le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, mais les sujets socio-économiques sont tout de même aujourd'hui au devant des priorités des Israéliens. Écoutez, c'est pas sûr. Le dernier sondage publié aujourd'hui par le quotidien Haaretz montre que finalement, les Israéliens sont partagés entre deux questions, la question économique et sociale et la question sécuritaire. Alors, vous allez voir les résultats de ce sondage. Le quotidien nous dit que Benjamin Netanyahou, finalement, est crédité de 53% d'opinion négative. C'est-à-dire que le public israélien juge assez négativement son Premier ministre au cours de ces 2 dernières années. Il n'y a que 34% des Israéliens qui veulent le voir poursuivre. Alors, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que derrière ces 34%, il y a une différence. Le premier qui arrive à la suite, c'est Herzog, du Parti travailliste, avec 17%, ensuite avec Lieberman 11%. Vous voyez que le Premier ministre est toujours en tête, mais il y a une majorité d'Israéliens qui critiquent sa position et sa politique. Alors maintenant, sur le plan social, on se rend compte que, selon les résultats du sondage, la liste menée par Lapid, Yeshatid, Kahlon, Kulanu obtiendrait... Qui avait porté, il faut le rappeler quand même, ce Yair Lapid qui avait porté la révolte sociale et qui avait fait de la révolte sociale sa campagne, son cheval de bataille pendant la campagne. 24 sièges, c'est-à-dire le plus grand parti représenté à la Knesset. Ça veut dire que la liste sociale serait celle qui arrive en tête. C'est-à-dire que ce serait ou Lapid ou Kahlon qui aurait le plus de chances d'être nommé par le président de l'État pour former le prochain gouvernement. Donc cela nous laisse entendre que finalement les Israéliens sont sensibles à l'argument social et économique. Maintenant, si on s'en tient au sondage d'Haaretz continue à affirmer que non, que c'est la question sécuritaire et que le Premier ministre est surtout jugé pour une catastrophe sur le plan diplomatique, on en a parlé tout à l'heure, et sécuritaire. L'opération Bordure protectrice de cet été n'a pas été, du point de vue du public israélien, un grand succès. Vous voyez, donc c'est compliqué. Alors, maintenant, encore une chose qu'on apprend dans ce sondage, on a demandé aux Israéliens
qui serait le plus apte à être le prochain ministre des Finances, le poste clé, il s'avère que 36% des Israéliens pensent effectivement que Moshe Kahlon serait le meilleur ministre des Finances. Le deuxième à la suite, c'est Yuval Steinitz, qui a mené la révolte du cellulaire en Israël et qui a fait baisser le prix. Le deuxième candidat pour ce poste, c'est Steinitz, qui était le ministre des Finances de Benjamin Netanyahou. Et Yair Lapid vient très loin derrière avec 11% d'avis favorables, alors qu'il vient de finir une cadence de 2 ans au portefeuille des Finances avec son cheval de bataille, l'impôt zéro sur l'achat d'un premier appartement pour les jeunes couples, c'est-à-dire une revendication sociale. Finalement, ne fait pas du tout l'unanimité cette proposition, puisqu'elle a été considérée largement critiquée par pratiquement tous les économistes, mais Yair Lapid s'est entêté et c'est une des raisons pour laquelle il a quitté le gouvernement. Alors maintenant, effectivement, vous l'avez dit, on a deux personnalités. On a 2 personnalités qui commencent à émerger de cette campagne. La première, c'est Manuel Trachtenberg. Manuel Trachtenberg était l'économiste nommé par Benjamin Netanyahou après la grande révolte sociale de l'été 2011 pour amener des recommandations. Et Benjamin Netanyahou, assez habilement du reste, a choisi un homme qui est considéré comme de sensibilité de gauche, libérale, pour amener des recommandations sur ce qu'il fallait faire sur le plan social pour répondre à cette revendication. Jusqu'à aujourd'hui, pratiquement rien n'a été fait. Manuel Trachtenberg a démissionné hier du Conseil de l'enseignement supérieur pour annoncer qu'il voulait se lancer dans la vie politique. Le parti, la liste commune il est en train de négocier avec les travaillistes et l'IFNI. Alors, on va le voir beaucoup d'Israéliens. Excusez-moi, c'est Kahlon. C'est Moshe Kahlon qui est l'étoile montante de ces élections. Il est crédité de 12 sièges alors qu'il n'a pas encore vraiment commencé sa campagne. Et effectivement, il a une image de marque auprès du public israélien de briseur des monopoles, ceux du cellulaire. Il a mené une commission d'enquête sur les frais bancaires qui sont les plus élevés du monde et sur la pauvreté en Israël. Il est considéré comme l'homme qui peut sauver effectivement les classes défavorisées de la situation dans laquelle ils se trouvent. Exactement. Quand on voit des Moshe Kahlon ou des Yair Lapid qui arrivent avec des dizaines de mandats, 10 mandats, 9 mandats, 12 mandats, sans avoir vraiment d'agenda, mais en prenant cette révolte sociale comme leur cheval de bataille, on se dit que finalement, aujourd'hui, les Israéliens, peut-être, mettent le socio-économique au-dessus des considérations sécuritaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Mireille ? Je pense que ça dépend de la période. Si vous avez posé la même question pendant l'opération bordure protectrice, forcément, ils vous diront que le plus important, c'est d'être protégé des missiles et des roquettes palestiniennes. Par contre, c'est vrai que maintenant, comme l'a dit Maurice tout à l'heure, ça n'a pas été un franc succès, cette opération bordure protectrice, et donc ça n'a pas complètement détourné des problèmes sociaux qui, eux, s'aggravent. Je rappelle quand même que, et il l'a dit tout à l'heure M. Lalouf, que 80% des familles pauvres, en tout cas, non, que les familles pauvres, sous le seuil de pauvreté, payent 80% de leur salaire en loyer. Ce qui est énorme, il reste 20%, c'est pas grand-chose, 20% pour le reste. Et le reste, c'est quoi ? C'est à manger l'électricité. Donc ça paraît normal que ces familles, qui sont extrêmement nombreuses en Israël, votent pour justement des programmes socio-économiques plus que pour des programmes sécuritaires. Moi, je crois qu'il faut attendre un petit peu pour se prononcer sur quel est l'enjeu de ces élections sociales, économiques ou sécuritaires, parce qu'on voit que les sondages sont très mobiles, les choses bougent énormément, changent beaucoup. D'une semaine à l'autre. D'une semaine à l'autre, en fonction des alliances, en fonction des considérations politiques, des événements. Et donc, la situation est très mouvante. On va voir une tendance quand même, Maurice ? Non, je ne crois pas. Je crois que les 2 dossiers sont sur la table et les Israéliens vont de l'un à l'autre en fonction des événements politiques. Hier, par exemple, le quotidien Yedot Ahronot, on l'a souligné tout à l'heure, titrait toute la journée sur justement le fait que la majorité des Israéliens vivent à découvert. Alors qu'il se passait des choses dramatiques au Conseil de l'Europe et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous voyez que le quotidien pense que là, il y a un point faible pour le Premier ministre, donc il a mis l'accent là-dessus. Alors que Haaretz, lui, continue à titrer sur la débâcle diplomatique en pensant que c'est là que Benjamin Netanyahou va être jugé, mais les choses peuvent changer d'un jour à l'autre. On peut dire aussi que les politiciens jouent beaucoup de cet échange entre justement les dossiers socio-économiques et les
des dossiers sécuritaires. On dit que dès qu'il y a une crise sur le plan diplomatique comme sur le plan sécuritaire, ça profite aux partis de droite, aux partis qui placent le sécuritaire en premier lieu. Je crois que ça profite surtout à toute la démagogie, parce qu'on sait que Yair Lapid a été éjecté du gouvernement parce qu'il proposait ce taxe zéro pour le premier appartement. Quelques jours après, Benjamin Netanyahou a proposé la taxe zéro sur les produits de première nécessité, alors que lui-même pense que ce n'est pas la bonne solution. Vous voyez qu'il y a une escalade de propositions assez démagogique. C'est-à-dire que le public israélien est sensible à ce genre de choses, et surtout quand on lui brise le prix des cellulaires, il est prêt à voter pour n'importe qui. Merci Maurice Fergan, merci Myriam Amman d'avoir été avec nous. Restez avec nous, la suite du Morning, c'est dans quelques minutes, juste après le journal. À tout de suite. Journée historique hier pour le continent américain. Barack Obama aux États-Unis et Raúl Castro à Cuba ont chacun annoncé la normalisation de leurs relations après après des décennies de froid diplomatique. La libération d'un Américain, Alan Gross, a d'ailleurs scellé ce rapprochement en échange de 3 prisonniers cubains aux États-Unis. Regardez ce sujet signé Joseph Emmanuel. Libre. L'Américain Alan Gross avait été condamné pour espionnage et sort de 5 ans de détention à Cuba. Officiellement une libération pour raisons humanitaires, mais un geste dans lequel beaucoup voient l'ouverture d'une nouvelle ère entre les deux ennemis voisins. Le citoyen américain était en route vers son pays dès mercredi matin et son affranchissement pourrait entraîner une révision de la politique américaine vis-à-vis de Cuba. Ce mercredi soir et dans une probable concertation, les présidents s'expriment et font vivre un instant pouvant devenir un moment d'histoire. Nous allons commencer à normaliser les relations entre nos deux pays. Et à travers ces changements, nous espérons créer des opportunités pour les Américains et pour les Cubains. Un nouveau chapitre commence parmi les nations d'Amérique. Cette décision du président Obama mérite le respect et la reconnaissance de notre peuple. Je souhaite remercier et reconnaître l'appui du Vatican, et spécialement du pape François. Et Cuba réaffirme sa disposition à soutenir la coopération au sein d'organisations internationales comme l'ONU. Depuis plus d'un demi-siècle, l'île communiste fait l'objet d'un vif embargo commercial. Séparés seulement par les 150 km du détroit de Floride, les deux États n'ont plus de relations diplomatiques officielles depuis 1961, mais disposent chacun d'une section d'intérêt qui fait office d'ambassade. Washington a toujours conditionné une détente à la libération d'Alan Gross, ancien contractuel du département d'État. Arrêté le 3 décembre 2009 à Cuba, M. Gross avait été condamné à 15 ans de prison pour avoir introduit du matériel de transmission satellitaire. Mais des sources américaines affirment qu'un échange aurait eu lieu entre le détenu américain et 3 Cubains écroués aux États-Unis pour des raisons similaires. 3 hommes réclamés par Cuba et définis par les frères Castro comme des héros de la lutte antiterroriste. Plusieurs signes de détente étaient apparus ces dernières semaines entre les deux irréconciliables. Et à l'instar d'une improbable poignée de main en Afrique du Sud lors de l'hommage à Nelson Mandela, la coopération internationale dans le combat contre Ebola poussa la Havane et Washington à des échanges d'amabilité. Raúl Castro succédait à son frère en 2006 et le jeune président mit un frein aux diatribes anti-américaines quand son homologue américain assouplissait les règles pour voyager vers l'île. Les prémices d'une relation nouvelle dans laquelle le pape François aurait joué un rôle d'intermédiaire essentiel, écrivant cet été aux deux chefs d'État. Un pape de dialogue qui serait donc obliquement responsable de la libération de M. Gross. Voilà, j'accueille ce matin Oscar Olivier, bonjour. Vous êtes porte-parole de l'ONG de protection des réfugiés africains en Israël, ARDC. On va parler avec vous de cette journée internationale des migrants. C'est donc aujourd'hui le 18 décembre. Mais avant, c'est l'heure des 5 clics, 5 infos avec vous, Betsabé. Et on revient sur cette normalisation des liens entre Washington et Cuba. Oui, tout à fait. Les États-Unis qui effacent ainsi l'hostilité qui persiste depuis la guerre froide, écrit le New York Times, le quotidien américain qui publie bien sûr toute une panoplie d'articles sur le sujet qui nous raconte notamment comment la Havane célèbre cette décision avec un espoir à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. Alors à la Havane, justement, eh bien, l'émotion est plus modérée, notamment dans la presse officielle cubaine. Prenez le site de Granma qui rapporte que Raúl Castro a annoncé le rétablissement des relations avec les États-Unis, bien sobrement. D'ailleurs, l'article n'est en fait que la transcription de son discours. Et puis une décision historique plus bas qu'on voit sur le site. En fait,
l'article cite le pape Benoît XVI qui a donc participé à ce rapprochement. On vient de le voir dans le sujet. Alors comment en sommes-nous arrivés là? 18 mois de négociations secrètes, soulignent les Échos en France, qui explique la libération donc d'Alan Gross, emprisonné depuis 5 ans, a ouvert la voie à cette normalisation. Et avec cette pique à Washington, il ne sera pas dit que Barack Obama n'a rien fait au cours de son second mandat. Conséquence, Le Monde rapporte la colère du Congrès. Des parlementaires démocrates et républicains ont d'ailleurs promis de résister à la levée de l'embargo réclamé par Barack Obama. Alors, relation moins amicale, celle de Pyongyang et de Washington, hein. Oui, alors tout à fait. Sony Pictures a annoncé la déprogrammation du film The Interview, prévu le 25 décembre, après ces mails de menaces de hackers. Tous les plus grands circuits de salles ont déprogrammé le film les uns après les autres en l'espace de 24 heures, nous raconte Libération, suite à ces mails de menaces. Et l'affaire va plus loin. Les États-Unis accusent la Corée du Nord d'avoir fomenté l'attaque informatique dont a été victime Sony Pictures en octobre dernier. Des dizaines de milliers de documents avaient été volés. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi The Interview, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un film qui met en scène des agents de la CIA qui préparent un complot pour assassiner Kim Jong-un. C'est un peu une parodie aussi. Hein, exactement, comme l'a dit Libération. D'ailleurs, c'est un film qui moque la Corée du Nord. CNN se permet même, Éléonore, au passage, ce commentaire. C'est dommage que l'un des plus grands défis de la liberté d'expression américaine ait pour objet un film aussi nul à en croire certains. Allez, vous nous présentez à présent la première femme évêque de l'église anglicane. La voici, elle s'appelle Libby Lane, de son petit nom, c'est pas n'importe qui. Le Guardian souligne que c'était déjà l'une des femmes les plus influentes de l'église anglicane. Et comme la presse britannique, la presse française aussi s'est penchée sur le personnage. Elle est supportrice du club de football Manchester United, elle est âgée de 48 ans, elle était enseignante avant d'être vicaire. Son mari George est lui aussi prêtre et ils ont fait partie des premiers couples mariés à être ordonnés ensemble. Chacun voit le romantisme à sa porte. Ils ont 2 enfants et désormais Libby Lane officiera à Stockport. C'est au nord de l'Angleterre, un acte historique, souligne RFI. Allez, on reste en Grande-Bretagne. Les Britanniques ont prévu un taxi spécial pour les Français. Rassurez-moi, pas un Uber. Non, alors c'est un petit tip pour ceux qui vont aller faire leur solde, pourquoi pas, à Londres. Pour les vacances de Noël, la société Visiter Londres en taxi propose de faire découvrir la capitale aux Français et en français, de Big Ben à Buckingham Palace, 2 heures pour 192 €. Alors, cher, demande le Figaro, pas tant que ça, puisque vous pouvez rentrer à 5 personnes dedans. Et les soldes dans tout ça, eh bien, la formule permet l'arrêt à la demande. Puis, alors, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi le Londres d'Harry Potter, le Londres de Shakespeare, etc. Chacun sa formule. Allez, on finit avec un best-of beauté 2014. Oui, c'est une sélection publiée par l'hebdomadaire français Elle, dont je vous ai choisi quelques échantillons. Vous allez voir tout à fait, tout d'abord en première sélection, entendez, faites la même chose, pourquoi pas, l'inattendu et très courte coupe de Vanessa Paradis que vous allez voir, voilà, tout à coup. Ou encore cette nouvelle tendance, plutôt que de vous abîmer les cheveux avec des shampoings bourrés de produits chimiques, Éléonore, eh bien la nouvelle tendance qui fait fureur sur la toile, ça s'appelle le low poo. Ça consiste à ne plus se laver les cheveux. Ça fait quelques temps qu'on en parle. Vous l'avez testé pour nous? Non, pas encore. Autre tendance qui fait fureur sur les réseaux sociaux, ce sont les squats, sorte de défi à relever. Donc ça s'appelle le 30 Days Squat Challenge. En gros, on se muscle les fesses en 30 jours chrono et on raconte comment ça se passe sur Internet. Et le résultat, vous le voyez à l'écran. Eh bien, une année 2014 riche en expérience. Merci beaucoup, Betsabé Salem. Avi Bari est un jeune réfugié guinéen orphelin de 23 ans. À 15 ans, il décide de fuir la Guinée pour tenter sa chance ailleurs. Il arrive au Maroc, puis en Égypte et enfin, il rejoint la péninsule du Sinaï. Et là, des passeurs bédouins le font rentrer clandestinement en Israël. Et c'est grâce à l'école Chanty, un centre d'accueil pour les immigrés mineurs comme Avi, qu'il commence à s'intégrer. Vous allez le voir dans la société israélienne. C'est un portrait signé Laurent Tolela. שמי אבי, אני בן 23, אני בא מגינאה, שזה במערב אפריקה. ההורים שלי נפטרו, הגעתי לכאן לפני 8:30 בערך. מאות אנשים יחשבו על מה שהיום אני חושב, כאילו, כך, למה? בגלל העוני, בגלל אלה מה, קודם כל אתה חושב על משהו אחר, אתה חושב על איך לאכול, איפה תעבוד. מישהו הציע לי ללכת לישראל, שיהיה לך חיים טובים בקיצר. הגעתי לכאן,
בדרך מצרים, בדרך הסתננות, בדרך הגבול. הגעתי לתל אביב, לא מכירה אף אחד ולא... אין לי מישהו שאתה יודע, שפה חדשה, אנשים פתאום אתה רואה הכל לבנים, אתה יודע, אתה בכלל גדלת במקום שכולם שחורים. משם הבנתי שבן אדם מגיע למקום, ישר כאילו, אתה יודע, התחברתי. ונסעתי למקום שנקרא בית השנטי, בתל אביב שם. התחלתי שם ללמוד עברית. 7 חודשים התחלתי כבר לתקשר עם אנשים, לדבר. הכרתי עוד אנשים יותר, לאט לאט כאילו פתאום אני מתחיל להתחבר לחברה הישראלית. קיבלתי ממשרד הפנים תושב ארעי. וואי, את לא מבינה כמה שמחתי. זה היה כאילו חלום, כאילו לקבל משהו שאתה כמו כל הישראלים. המשפחה שלי נתנה לי עזרו לי פה המון, אז אני גם מנסה כאילו להעביר זה הלאה ולעזור לאנשים אחרים. On va tout de suite en parler avec vous, Oscar Olivier. C'est une journée très importante aujourd'hui, la journée internationale des migrants. Une journée pour la prise de conscience de la situation du nombre de migrants dans le monde. Ils sont près de 232 millions aujourd'hui. C'est important de faire des journées comme ça, de se rappeler des droits de ces migrants? Oui, c'est très important. Ça nous permet de donner une identité aux êtres humains. Ça nous permet de donner la voix aux sans-voix, parce que très souvent dans des pays où ils immigrent, on s'en réfère comme étant des vagues, comme étant des millions. Des vagues d'immigration. Voilà, des vagues d'immigration. Et lorsque vous vérifiez, même lorsqu'il y en a 2, on parle de vagues de migrants. On parle de, si ce n'est pas des vagues, on parle de millions de migrants. Et on dit qu'ils sont venus ici prendre notre travail. Et très souvent, ils font ce que les locaux, les citoyens, refusent de faire. Et ils sont payés moins que le minimum, le salaire minimum. Et donc, ces jours-ci nous permettent de reconnaître que ces gens-là ne sont pas la catastrophe telle qu'ils sont décrits par des politiciens. Ce sont pour la plupart les gens qui travaillent, qui payent des impôts et que d'une certaine façon, ils contribuent à la construction de l'économie des pays où ils se trouvent. On sait que le nombre de migrants ne cesse d'augmenter ces dernières années et les pays européens sont complètement désarçonnés. On voit bien dans les politiques d'immigration aussi, ne savent pas comment réagir devant ce nombre de migrants qui ne cesse d'augmenter et qui viennent pour la plupart des pays en guerre. Oui, c'est un cercle vicieux. Et ces pays-là qui sont en guerre, ils font la guerre avec les armes que les Européens leur fournissent. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut la paix, si on veut que les immigrés restent chez eux, il ne faut pas fournir les armes là-bas, parce que les armes là-bas produisent la guerre et la guerre les pousse à quitter. Donc, tu ne peux pas vouloir l'œuf et la poule en même, tu dois choisir. Donc, mais il faut reconnaître que ces gens-là ne sont pas forcément la catastrophe. Si on sait gérer la situation, si on sait les accepter, si on peut leur donner les outils, ils vont devenir une main qui peut contribuer à la construction de la société locale. Et ils l'ont fait. L'écrasante majorité le fait. Il arrive, comme dans n'importe quelle société, il arrive que 2 ou 3 commettent des crimes ou des abus par-ci par-là. Alors on dit, ah, c'est tous. Ils ont commis des crimes, ce sont des soulards, ce sont des voleurs. Mais ça arrive que ce soit 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas tous. Je ne nie pas qu'il y a des problèmes avec ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la nouvelle société, et ceux qui n'arrivent pas à se plier à la loi locale. Ça arrive. Il y a même des locaux qui commettent des crimes. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne commet pas un crime parce qu'il est un étranger ou un immigré, pas forcément. Mais on voit, on sait, on a vérifié qu'il contribue largement à soutenir l'économie locale en payant des impôts. Et lorsqu'on arrive sur cette question-là, les autorités locales préfèrent toujours devenir amnésiques et ne pas mentionner ce point-là. Alors un autre point qui est souvent mentionné, c'est le rôle des passeurs, de ces passeurs qui aident justement les migrants de passer d'un territoire à l'autre et d'arriver dans ces terres. Ils sont souvent pointés du doigt, et surtout quand on parle de ces milliers de noyades qui ont lieu. Quel rôle ils ont finalement, les passeurs? On parle souvent de leur inhumanité, excusez-moi. Et ce sont des criminels, ils font des choses terribles. Non loin de nous ici, dans le Sinaï, ils kidnappent les immigrés ou les demandeurs d'asile, ils les torturent, ils enregistrent les pleurs,
ils font entendre ça à leur famille restée dans leur pays d'origine. Et donc, ces immigrés, pour se déplacer, ils ont emprunté de l'argent et ils ont tout vendu. Quand on les torture, qu'on fait entendre les pleurs à leur famille, les familles vont s'endetter au carré pour donner de l'argent aux passeurs afin qu'on puisse libérer la fille ou le fils qui est kidnappé par très souvent c'est les Bédouins. Et il y a des associations israéliennes qui ont fait un travail formidable d'identifier certains d'entre eux, de leur mettre la main dessus. Et aujourd'hui, ils ne rigolent plus, mais ce n'est qu'une goutte d'eau, ce n'est pas un travail qu'Israël doit faire tout seul. Un mot justement sur la situation en Israël dans laquelle vous travaillez, puisque des ONG militent, dont la vôtre, pour justement le droit de ces migrants. Beaucoup d'ONG qui militent, mais le gouvernement ne suit pas. Le gouvernement ne suit pas et ça donne une très fausse impression que c'est Israël qui ne coopère pas. C'est faux. Encore une fois, la Cour suprême de justice dans l'État d'Israël, à l'unanimité des 9 juges, a clairement dit que la façon dont le gouvernement coopérait avec les demandeurs d'asile était illégale. Donc c'est un problème posé par un spécifique gouvernement et non pas par un peuple ou par un pays. Le gouvernement, d'une certaine façon, refuse de se plier à la loi du pays. Et donc, les propositions avancées, l'idée d'emprisonner des gens qui n'ont commis aucun crime, cette idée-là a été rejetée plus de 3 fois par la Cour suprême. Et le gouvernement revient avec la même proposition en changeant des mots, déplaçant des mots à gauche, à droite, et revient avec la même chose. Merci beaucoup, Oscar Olivier, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, Betsabé Salem. Restez avec nous dans un instant. Retour sur l'une des plus graves crises monétaires qu'ait connue la Russie. Vladimir Poutine devrait s'exprimer dans la journée. On revient sur cet événement dans quelques minutes, juste après le journal. De retour pour cette dernière partie du Morning. On va se pencher sur le cas de la Russie avec l'effondrement du rouble. Moins 9% lundi, moins 7 mardi et surtout moins 50% face au dollar depuis le début de l'année. Mais jusqu'où ce scénario catastrophe peut-il faire sombrer Moscou? Le rappel des faits avec Johanna Citruc. Une hausse radicale du taux directeur de 10,5 à 17%. Et après la Banque centrale dans la nuit de lundi à mardi, c'est au tour du ministère des Finances de venir en aide à l'économie russe. Il va vendre des devises étrangères pour soutenir le rouble. Cela fait déjà un certain temps que le marché se trouve dans un état de panique. La demande pour les devises étrangères reste élevée et tout le monde pense qu'il n'y a aucun signe annonciateur d'un renforcement du rouble. L'objectif est de jouer avec la disponibilité des monnaies. En augmentant le volume de devises étrangères sur les marchés russes, leur valeur va diminuer, au profit du rouble, qui lui va s'apprécier. Une politique déjà pratiquée par la Banque centrale qui s'est débarrassée de plus de 10 milliards de dollars depuis début décembre. Mais après un plongeon du rouble de 9,5% lundi et 7% mardi, l'efficacité de cette mesure reste à prouver. Ces derniers temps, on assiste à une tendance générale à l'incertitude et au manque de confiance concernant les réformes et l'action du gouvernement. Par ailleurs, la population a été elle aussi gagnée par la panique depuis un peu plus d'un mois et achète massivement des devises étrangères. Une instabilité qui inquiète les entreprises étrangères présentes en Russie. Car tout ce qu'elles gagnent en roubles aujourd'hui sera donc converti en dollars ou en euros plus tard à un taux de change plus faible. Une situation que veut à tout prix éviter Apple. Ce mercredi, la marque américaine a décidé de suspendre ses ventes en ligne en Russie. Alors on en parle avec vous, Betsabé Salem. On a cru hier soir à une embellie, mais finalement, retour au point de départ, puisque les marchands ont capoté les dernières minutes avant la clôture. Hein. Oui, tout à fait. Les bourses qui sont plombées par la baisse continue des cours du pétrole, bien sûr, et par la crise financière en Russie. La baisse des cours du pétrole, tout d'abord. Eh bien, le Brent restait hier sous les $60, près de ses plus bas prix en 5 ans et demi. Hein. On parle déjà dans la presse de risque
risque même d'une nouvelle crise financière. Alors pour les pays importateurs, le mouvement est positif. Bien sûr, l'impact notamment est sur le pouvoir d'achat comme aux États-Unis ou en France. Mais cette baisse du pétrole serait pour de nombreux investisseurs le signe d'une baisse de la demande, ce qui fait entrer les marchés dans une phase de turbulence. Et je pense notamment au CAC. Attention aussi, la hausse du dollar déstabilise les pays émergents dont les sociétés auront du mal à rembourser leurs emprunts qui ont été contractés dans la devise américaine en dollars. Alors bien sûr, cette chute du prix du baril frappe d'abord les pays exportateurs et la première concernée, on l'a vu, c'est bien sûr la Russie. La Russie et les conséquences terribles sur le rouble dont vous avez parlé. Le pétrole est moins cher, donc les compagnies russes exportatrices reçoivent moins de dollars, ce qui revient à dire que en fait, la valeur du rouble chute elle aussi, puisque moins de dollars à convertir, ça veut dire que le rouble se déprécie. Alors ces derniers jours, le rouble poursuivait son inexorable chute, il a chuté de 20% en 2 jours face au dollar et à l'euro. Il s'est redressé un petit peu seulement hier, en fin de journée. Et pourtant, on le rappelle, cette semaine, la Banque centrale a fait ce qu'elle a pu. Elle a tenté d'aider la monnaie russe en relevant ses taux, mais peu d'effet finalement. Alors, parmi les implications de cette chute du rouble, Apple, on l'a vu dans le sujet, a par exemple décidé de suspendre la vente de ses produits sur l'Apple Store russe. Le magasin en ligne sera donc fermé pour une durée indéterminée, le temps en tout cas que la monnaie locale se stabilise. D'ailleurs, l'iPhone 6 serait déjà en pénurie en Russie, et ça même chez les revendeurs physiques. Les centres commerciaux sont pris d'assaut par les Russes avec des files d'attente atteignant parfois plusieurs heures. Pourquoi ? Parce que les Russes craignent pour la valeur de leur monnaie, alors ils se dépêchent d'acheter les produits avant que cela ne deviennent plus chers. Les enseignes qui vont bien sûr agir sur ces prix, bien sûr. D'ailleurs, Ikea a déjà annoncé qu'elle augmenterait bientôt ses tarifs. C'est le cas aussi des constructeurs automobiles. De quoi donc inquiéter la population. Aujourd'hui, conférence de presse de Poutine, très attendue, d'autant que cette chute du rouble constitue, selon la presse, définitivement le défi pour le chef du Kremlin. Mais attention, un défi qui reste économique et non pas politique, puisque la popularité sur le plan politique grâce à la Crimée est à son top. Mais par contre, les oligarques, en revanche, dont l'origine des fortunes est sujette à controverse dans l'opinion publique, eux, pourraient être plus bousculés et voir leur crédit diminuer par cette crise du rouble. Merci beaucoup, Betsabé Salem. On va tout de suite en parler avec Thomas Porcher, qui est docteur en économie, professeur en marché des matières premières à l'ESG, également chargé de cours en économie et géopolitique de l'énergie à l'Université Paris-Dauphine. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors, vous l'avez dit, Betsabé Salem, le président russe va tenir un discours aujourd'hui au cours de sa conférence de presse annuelle. À quoi doit-on s'attendre ? Je pense qu'il va essayer de consolider sa position politique, essayer de dire qu'effectivement ils vont continuer à essayer d'agir au niveau local, notamment en essayant d'augmenter les taux d'intérêt, en essayant de voir quel type de politique il pourrait faire pour éviter la fuite des capitaux. Il va essayer de rassurer. Mais c'est vrai que tant qu'il y aura une baisse, alors là on voit que le prix du pétrole essaie de se stabiliser à un niveau plus bas. On sait qu'il va quand même remonter courant deuxième semestre 2015, c'est ce que s'accorde à dire l'ensemble des économistes. Et une fois que le prix du pétrole remontera, on aura probablement une meilleure situation pour l'économie russe, parce qu'il ne faut pas oublier que 70% de ses exportations c'est des hydrocarbures, et que les hydrocarbures dans l'ensemble représentent à peu près 50% du budget. Donc tout est relié directement à ça, et c'est le principal facteur qui explique aujourd'hui la crise russe. Alors les causes de cette crise, beaucoup ont dit que c'était lié directement à la politique de sanctions de l'Occident et également bien sûr à la chute des cours du pétrole. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que ce sont les principales raisons qui ont mené à cette situation apocalyptique pour la Russie ? Oui, complètement. Moi je pense même que c'est plus les prix du pétrole, la baisse des prix du pétrole qui sont... Parce qu'on voit très bien que le prix du pétrole baisse autant que le rouble. Donc la principale cause est quand même la baisse du prix du pétrole, et dessus se rajoutent les sanctions. Il y a des estimations qui ont été faites par des banques russes. Il y a une perte de pratiquement 100 milliards de dollars à cause de la baisse des prix du pétrole. Et pour les sanctions, on est autour d'une perte de 40 milliards de dollars par an. Donc il y a une double action, mais la principale cause est quand même la baisse des prix du pétrole. D'où toutes les scénarios sur le fait qu'il y aurait un axe Riyad-Washington pour faire baisser les prix du pétrole, ce qui explique la non-intervention de l'OPEP à la dernière réunion, pour notamment frapper très fortement la Russie. Au-delà de la Russie, justement, quelles peuvent être ou quelles vont être les répercussions mondiales de cette crise ? Alors,
tous les pays pétroliers producteurs de pétrole comme le Venezuela, l'Iran sont frappés directement. Aussi, de manière générale, on voit que l'ensemble des pays émergents qui s'endettent en dollars avec la réévaluation du dollar sont aussi frappés. C'est pour ça qu'il y a une baisse de croissance, notamment dans pas mal de pays émergents, l'Inde, la Chine, etc. Après, au niveau, est-ce que la Russie va avoir un impact par effet domino sur le reste des pays? Donc on voit déjà qu'il y a des échanges qui sont limités avec l'Europe, donc ça veut dire que ça nous frapperait peut-être un petit peu moins, mais il y a quand même des risques pour les pays qui échangent énormément avec la Russie, notamment les pays de l'ancien bloc de l'URSS. Donc pas de quoi redouter un crash boursier, selon vous? C'est toujours très difficile à dire, mais bon, quand même, c'est la 9e économie mondiale. Il y a toujours des risques quand une économie de cette taille va mal, mais c'est vrai que les premiers frappés seraient probablement les pays qui échangent le plus avec la Russie. Et aujourd'hui, ce sont les pays de l'ancien bloc de l'URSS. Merci beaucoup Thomas Porcher d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en économie, professeur en marché des matières premières à l'USG, chargé de cours en économie et en géopolitique de l'énergie à l'université Paris-Dauphine. Allez, c'est l'heure de la revue du web avec vous, Rudy Saada. Bonjour. Bonjour. On commence avec cette image symbole, une image très forte. Et oui, Cuba et les États-Unis vont rétablir des relations diplomatiques. C'est ce qui a été annoncé hier. Et l'image du jour, je vais vous la montrer. Elle circule sur Internet. Donc depuis hier, je vais normalement pouvoir vous présenter, vous les présenter, le Che Obama, voilà, et avec ce commentaire, le coup de génie de Barack Obama, qui entre ainsi dans l'histoire après déjà 6 ans à la Maison-Blanche. Il était temps, donc ça c'était Fidel Obama, voilà. Allez, on parle de cette réaction de la diplomatie israélienne suite à la décision européenne de retirer le Hamas des organisations terroristes. Oui, alors c'est plus qu'une réaction, c'est une offensive médiatico-diplomatique. Alors on le sait, depuis des mois déjà, notamment cet été, une campagne pour expliquer ce qu'est le Hamas, a expliqué que le Hamas est un mouvement terroriste, et cette campagne alimente régulièrement les comptes Twitter et Facebook, non seulement du compte personnel de Benjamin Netanyahou, mais aussi le compte officiel du Premier ministre israélien, comme vous pouvez le voir là, c'est le ministère des Affaires étrangères. Donc ce genre d'images, on a l'habitude de les voir. Mais mardi, avant même que la décision de retirer provisoirement le Hamas de la liste des organisations terroristes était prise, avant même l'annonce de cette décision, le compte du Premier ministre lançait donc ce genre d'images avec, par exemple, vous avez entendu parler de l'EI ou de Boko Haram, mais les terroristes du Hamas semaient la mort bien avant eux. Regardez, c'est en français, mais la nouveauté, elle est ailleurs. La nouveauté, c'est que ces contenus sont apparus sur le fil Twitter des internautes, alors que ceux-là n'étaient absolument pas abonnés à ces comptes. Cela veut dire que l'ambassade d'Israël en France... Non, c'est pas du piratage, c'est du sponsoring. L'ambassade d'Israël en France a donc payé pour envoyer ces tweets via Twitter. Regardez, en bas, vous avez sponsorisé par... Et donc ça veut dire que c'est une pub. Donc ces messages sont apparus sur les fils Twitter des internautes francophones et des internautes du monde. Dans la langue des internautes, le message donc politique sponsorisé, ce n'est pas une nouveauté sur Twitter, ça existe depuis longtemps. Mais là, c'est la première fois que Israël utilise ce moyen pour faire passer un message. Et c'est efficace, la portée d'une telle campagne ou champagne, selon ce que vous avez écrit? Non, campagne. Si on se réfère, j'étais sûr que vous alliez la faire. Si on se réfère aux commentaires haineux qu'on trouve sous ces posts, sous ces images, eh bien, force est de constater, au premier abord en tout cas, que cette technique de message sponsorisé produit absolument l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a un flot d'insultes et de justifications du Hamas sous ces images qui ont été donc postées dès mardi, et ça s'est intensifié encore hier. Allez, on part en Arabie Saoudite, particulièrement clément, pays particulièrement clément pour les femmes, puisque 2 femmes ont été arrêtées parce qu'elles conduisaient. Oui, on le sait, c'est interdit pour les femmes de conduire en Arabie Saoudite. On en a parlé, il y a eu plusieurs mouvements. Je les comprends d'une certaine façon. Pourquoi? Non, il y a quand même une réputation des femmes au volant qui est quand même... c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Ça m'a échappé. Donc c'est une histoire que nous rapporte le blog du Monde Big Brother. C'est une histoire qui se joue en partie sur Internet. Alors, c'est Loujen Al-Hatoul, une saoudienne de 25 ans. Elle vient de Dubaï et elle milite pour le droit des femmes à conduire, et donc pour elle l'envie de
franchir la frontière du royaume saoudien a été trop forte et donc elle s'est rendue en Arabie Saoudite. Elle l'a même annoncé sur les réseaux sociaux, vous le voyez avec cette image, je suis en train de conduire et je vais en Arabie Saoudite. Et donc après avoir passé le poste frontière de Bata, elle est interpellée par la police, son passeport lui aurait été confisqué. Alors pendant 24 heures, elle va avertir via les réseaux sociaux de sa situation. Les internautes se mobilisent. Quelques heures plus tard, une amie à elle, Maïssa Ahamoudi, une amie donc journaliste, elle est saoudienne, elle est basée à Dubaï, elle vient à son secours en voiture aussi, elle est elle aussi arrêtée et depuis 15 jours ça s'est passé. C'est carrément de la provocation. Enfin, oui, non mais c'était un acte militant. Depuis 15 jours, elles sont incarcérées, ce qui est d'ailleurs au-delà de la loi saoudienne, c'est plus de 15 jours. Le mouvement de solidarité est né sur Internet via une page Facebook que vous voyez, elles sont toujours incarcérées, donc c'est un autre épisode après celui du mouvement Women to Drive, on en avait parlé ici sur ce plateau, qui contestait contre l'interdiction faite aux femmes de conduire en Arabie Saoudite. Donc, c'est automatique, une femme qui conduit en Arabie Saoudite. C'est interdit par la loi, donc vous faites arrêter. Donc elle est forcément arrêtée. Voilà. Ouais. Alors, quoi dire d'une femme qui ne porte pas le voile? Oui. On va finir avec peut-être un peu plus léger. Oui, un peu de poésie quand même pour terminer. On va voir une image et je vais vous demander que fait cet homme. Une image d'un artiste. Oui, non, alors voilà. Alors bon, on n'a pas vu l'homme, mais voilà en tout cas son travail. C'est un artiste, il s'appelle J. Bernard, en tout cas c'est son nom d'artiste. Et ce sont les plages de Royan, voilà. Et on le voit travailler. Donc le site Golden 13 nous raconte son travail, des sculptures en sable géantes qui sont faites actuellement. On a tous en fait été un peu des artistes plus jeunes. Oui, mais là, regardez, vue du ciel. Il y en a qui sont des enfantards. Grâce à des photos de drones, c'est absolument magnifique. J'en ai sélectionné quelques-unes. Vous allez voir quelques-unes de ces œuvres, ou sinon on peut retourner sur celles d'avance. Donc, ce sont des œuvres géantes sur des plages qui sont absolument désertes aujourd'hui, puisqu'on est en plein hiver en France. Et donc, voilà les œuvres qu'il arrive à réaliser. C'est seulement à partir de sable? Oui, c'est seulement en retournant le sable qu'il arrive à... C'est du sable retourné? Oui, c'est ça. C'est son travail. Voilà, il joue avec les différentes nuances de sable et prend des photos en drone et ça fait le buzz sur Internet. Et il les vend? De monde. Non, malheureusement, regardez, c'est assez joli vue du ciel. Vous avez déjà réussi, Betsabé, en tant qu'enfant, à faire des... Ah, mais moi, j'arrive à peine à renverser le seau. Excusez-moi, je ne suis pas du tout la bonne candidate pour ce genre de Très belles images, en tout cas. Merci beaucoup, Rudy Saada. Merci à vous, Betsabé Salem, d'avoir été avec nous. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dès lundi prochain pour un tout nouveau morning. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site internet au www.i24news.tv en français, en anglais et en arabe. Si vous avez raté une partie du morning, vous la retrouverez sur notre site. Restez avec nous, la suite de vos programmes, c'est dans un instant, toujours sur i24 News. Excellente journée à tous.